En 2017, une histoire a fait le tour de la Thaïlande. Tout a commencé avec une émission de radio très populaire, spécialisée dans les témoignages surnaturels. Les auditeurs appelaient en direct pour raconter leurs rencontres avec des fantômes, des esprits ou des choses qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Une nuit, un étudiant a pris la ligne pour partager ce qu'il avait vécu dans un appartement bien précis, une simple chambre d'étudiant portant le numéro 413. Son récit a glacé le sang de tout le pays. Ce soir, dans Horreur d'Asie, je vais te raconter ce qui est arrivé dans l'appartement 413. Avant cette histoire, la vie de ce garçon était parfaitement normale. Appelons-le Dennis. Il venait d'être accepté à l'université et comme beaucoup d'étudiants thaïlandais, il devait quitter la maison familiale pour se rapprocher du campus. Sa maison était à plusieurs heures de route, alors il cherchait une petite chambre en ville. Ses critères étaient simples: un loyer abordable, un endroit propre si possible récemment rénové et surtout un appartement assez proche pour pouvoir aller en cours à pied. C'était censé être un nouveau départ, une première vraie étape vers l'indépendance. Pendant plusieurs jours, Dennis a enchaîné les visites d'appartements. Sur les annonces, tout avait l'air correct, mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Un studio était trop loin, un autre était humide et délabré, un autre encore dépassait largement son budget. Il a visité une dizaine de chambres sans trouver la moindre option valable. À force, l'excitation des premiers jours a laissé place à la fatigue et à la frustration. Un soir, découragé, il a décidé de faire une pause et d'aller voir un ami qui habitait près de l'université pour lui demander conseil. Quand Dennis est arrivé devant l'immeuble de son ami, il a tout de suite été impressionné. Le bâtiment était moderne, propre, bien entretenu. Le hall était lumineux, il y avait un ascenseur, un gardien à l'entrée et surtout, le campus se trouvait à seulement 10 minutes de marche. Son ami lui a expliqué que le loyer était tout à fait raisonnable, parfaitement dans ses moyens. Pour Dennis, c'était exactement ce qu'il cherchait depuis le début, comme si toutes ses exigences se retrouvaient enfin au même endroit. Il s'est même dit qu'il aurait dû commencer par là dès le premier jour. Naturellement, Dennis a demandé s'il restait une chambre libre dans le bâtiment. Son ami lui a répondu que la résidence n'était pas gérée par un propriétaire individuel, mais par une société de gestion avec un petit bureau au rez-de-chaussée. Ils sont donc descendus ensemble pour parler à la responsable. Dans le bureau vitré, une femme d'une quarantaine d'années les a accueillis avec un sourire commercial. Mais quand Dennis a demandé s'il y avait un studio disponible, elle a secoué la tête. L'immeuble était complet, pas la moindre chambre libre. Sur le moment, Dennis n'a pas été surpris. Un immeuble aussi bien situé et aussi propre, à ce prix-là, c'était logique qu'il soit plein. Pourtant, l'idée d'abandonner lui faisait mal. Alors, dans un geste un peu désespéré, il a sorti un billet de 100 bahts de son portefeuille, l'a glissé discrètement sur le bureau et a demandé à la femme de le prévenir immédiatement si une chambre se libérait à n'importe quelle heure. Ce n'était pas grand-chose, l'équivalent de quelques euros. Mais la réaction de la femme a été très révélatrice. Son sourire s'est illuminé, comme s'il venait de lui offrir bien plus que ça. Elle lui a assuré qu'elle l'appellerait en premier dès qu'un logement se libérerait. Dennis est rentré chez lui sans se faire trop d'illusions. Dans ce genre de bâtiment, les chambres trouvent preneur très vite, et il n'était qu'un étudiant de plus parmi d'autres. Pourtant, quelques heures plus tard seulement, son téléphone a sonné. C'était la femme du bureau de gestion. Elle lui annonçait qu'un studio venait justement de se libérer et l'invitait à venir le visiter le lendemain matin. En raccrochant, Dennis a ressenti quelque chose d'étrange. La veille encore, elle lui affirmait que tout était complet. Et comme par hasard, dès qu'il lui avait glissé un billet, un appartement se retrouvait disponible. Il aurait dû être enthousiaste, mais au fond de lui, une légère inquiétude s'était déjà installée. Le lendemain, il est tout de même retourné à l'immeuble. La responsable l'attendait dans le hall, souriante, comme si elle le connaissait depuis longtemps. Elle lui a expliqué que le studio se trouvait au 4e étage et l'a accompagné jusqu'aux escaliers. Mais arrivée au 2e étage, elle s'est soudain arrêtée, comme si elle se rappelait quelque chose d'urgent. Elle a tendu une clé à Dennis en lui disant qu'elle devait retourner au bureau et qu'il n'avait qu'à aller voir la chambre tout seul. S'il la voulait, il pourrait signer le contrat tout de suite après. Dennis s'est retrouvé seul dans la cage d'escalier, la clé à la main. Sur le porte-clés en métal, un numéro était gravé, 413. Rien de particulier en apparence. Pourtant, en lisant ces 3 chiffres, il a ressenti un froid dans le ventre. Une impression irrationnelle que quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas pourquoi, mais ce simple numéro lui donnait envie de faire demi-tour. Malgré tout, il a continué à monter jusqu'au 4e étage. Le couloir du 4e étage était silencieux. Dennis a trouvé la porte 413 et a introduit la clé dans la serrure. Là encore, quelque chose l'a frappé. La clé tournait difficilement, comme si la serrure n'avait pas été utilisée depuis longtemps.
Le métal grinçait d'une manière sèche, désagréable. Quand il a poussé la porte, celle-ci a résisté un instant, comme collée au cadre, avant de s'ouvrir dans un gémissement lourd, presque douloureux. On aurait dit une porte qu'on n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, l'appartement paraissait pourtant tout à fait normal. Une petite chambre déjà meublée l'attendait, un lit simple contre le mur, un bureau, une chaise, quelques étagères vides, et au plafond, un grand ventilateur immobile. Il y avait une fine couche de poussière un peu partout, mais rien qui ne puisse être réglé avec un bon nettoyage. L'agencement ressemblait d'ailleurs beaucoup à celui de l'appartement de son ami dans le même immeuble. Sur le moment, Denis a commencé à se détendre. Après tout, pour le prix qu'il payait, c'était plutôt une bonne affaire. C'est au moment où il a refermé la porte qu'il a remarqué un détail étrange. Sur la face intérieure, à hauteur des yeux, quelqu'un avait collé un talisman, un morceau de papier couvert de signes et de symboles tracés à l'encre, du type qu'on utilise dans certains rites pour repousser les esprits ou sceller quelque chose de mauvais. Denis est resté immobile, à le regarder. Pourquoi un tel talisman, ici, collé sur la porte d'un simple studio étudiant? Une pensée lui a traversé l'esprit. Est-ce que quelqu'un serait mort dans cette chambre? Instantanément, il a senti son malaise revenir. La serrure rouillée, la porte qui grinçait comme si elle n'avait pas été ouverte depuis longtemps, la poussière, et maintenant ce talisman collé de l'intérieur. Tout cela ne lui disait rien de bon. Il a fait le tour de la pièce une dernière fois, puis il a pris sa décision. Il ne prendrait pas cette chambre. Peu importe le prix, peu importe la proximité avec le campus, cet endroit lui inspirait quelque chose de mauvais, de profondément inquiétant. De retour au bureau de gestion, Denis a rendu la clé à la femme en lui disant qu'il préférait laisser tomber. Il a même avoué que le talisman sur la porte l'avait mis mal à l'aise. Le sourire de la femme s'est légèrement figé, puis elle a vite retrouvé son air enjoué. Elle a agité la main comme pour chasser une absurdité et lui a expliqué que l'ancien locataire était simplement très superstitieux, que ce talisman était en réalité de la chance, une protection, un porte-bonheur. Elle n'arrêtait pas de répéter que ce n'était rien de mauvais. Et, très vite, elle a changé de tactique. Elle a commencé à baisser le prix. Le loyer est passé de 2500 à 2000 bahts par mois. Puis, voyant que Denis hésitait encore, elle a réduit la caution de 7000 à 4000 bahts. Tout à coup, cet appartement qu'on lui présentait comme rare et recherché devenait presque une promotion. Denis a trouvé ça étrange, comme une sorte de rabais de liquidation, mais en même temps, il a fait le calcul. Pour un étudiant sans beaucoup d'argent, cette réduction représentait une économie énorme tous les mois. Il a pensé à tout ce qu'il pourrait s'acheter avec cette différence. Quelques sorties, des vêtements, peut-être un meilleur ordinateur. Alors, malgré ce nœud au ventre qui refusait de disparaître, il a fini par signer le contrat. Le jour du déménagement est arrivé. Denis s'est présenté à l'immeuble avec ses cartons, son ventilateur, quelques sacs de vêtements et le strict nécessaire pour vivre seul. En entrant dans le hall, le gardien lui a proposé de l'aider à porter 2 ou 3 choses. En discutant, il lui a demandé dans quel appartement il allait s'installer. « Chambre 413 », a répondu Denis avec un sourire. À ces mots, le visage du gardien a changé. Son sourire s'est éteint immédiatement, comme si quelqu'un venait de couper la lumière. Il a reposé lentement ce qu'il tenait dans ses mains et a bafouillé qu'il venait de se rappeler qu'il devait sortir acheter quelque chose. Puis, il est parti, le laissant seul au milieu du hall. Denis est resté planté là, surpris. Personne n'abandonne son poste de sécurité au milieu de la journée pour aller faire des courses. Mais comme d'habitude, il a essayé de rationaliser. Peut-être qu'il avait vraiment un problème urgent à régler. Il a pris son téléphone et a appelé son ami qui vivait déjà dans le bâtiment. Son ami est descendu le rejoindre et ensemble, ils ont monté toutes ses affaires jusqu'au 4e étage. Ils ont nettoyé l'appartement, dépoussiéré les meubles, essuyé les pales du ventilateur, balayé le sol. À deux, l'endroit avait presque l'air agréable. Quand tout a été rangé, son ami est rentré chez lui, le laissant enfin seul dans sa nouvelle chambre. Épuisé par le déménagement et la chaleur, Denis s'est allongé sur le lit, juste pour se reposer un moment avant de déballer complètement. Le ventilateur était encore éteint, la pièce était silencieuse. Peu à peu, ses paupières sont devenues lourdes et il a fini par s'endormir sans s'en rendre compte. Il ne sait pas combien de temps il a dormi, mais à un moment, il a eu la sensation très nette qu'on le regardait. Il a ouvert les yeux. Assise sur la chaise, à côté du bureau, se trouvait une jeune femme qu'il n'avait jamais vue. Elle était très belle, avec de courts cheveux noirs qui encadraient son visage. Elle le fixait avec un léger sourire, calme, comme si elle l'attendait depuis longtemps. Bizarrement, il n'a pas eu peur. Il n'avait entendu ni la porte s'ouvrir, ni des pas. Mais au lieu de paniquer, il s'est surtout demandé depuis quand elle était là et comment elle était entrée. La jeune femme s'est levée et a avancé vers le lit, toujours avec ce sourire doux. Arrivée à sa hauteur,
Elle a penché légèrement la tête et lui a demandé, d'une voix douce, « Est-ce que je peux vivre ici avec toi ?» Denis, encore à moitié endormi, a tout de même retrouvé un peu de lucidité. Il a répondu non, presque machinalement. Il ne la connaissait pas et il n'était pas question qu'une inconnue vive avec lui dans sa petite chambre. Au moment où il a refusé, le visage de la jeune femme s'est figé. Son sourire a disparu. Sous ses yeux, ses traits ont commencé à se déformer. Sa peau est devenue livide, ses yeux se sont assombris, sa bouche s'est tordue dans une expression de colère pure. Puis, elle a hurlé la même question, mais cette fois dans un cri strident qui a semblé remplir toute la pièce. « Est-ce ce que je peux vivre ici avec toi ?» La voix résonnait partout à la fois, comme si les murs eux-mêmes criaient. Denis s'est réveillé en sursaut, haletant, couvert de sueur. La chambre était vide. Il était seul sur son lit. Le cœur battant à tout rompre, il a cherché des yeux l'horloge. Il était 1h30 du matin. Il ne se souvenait même pas de l'heure à laquelle il s'était allongé. La peur le serrait encore, et le cri de la jeune femme semblait flotter dans l'air. Cette nuit-là, il a laissé toutes les lumières allumées et n'a plus vraiment réussi à dormir. Le lendemain, Denis a essayé de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un simple cauchemar. Le déménagement, le stress, le fait de dormir dans un nouveau lieu, tout cela pouvait suffire à troubler son sommeil. Il a passé la journée à ranger, à cuisiner un peu, à regarder des vidéos, comme n'importe quel étudiant qui s'installe. Le soir venu, il a pris une douche, s'est glissé dans son lit et a soufflé un grand coup. Tout allait bien se passer, se disait-il. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais dès qu'il s'est endormi, elle est revenue. La même femme, assise sur la même chaise, près du bureau. Cette fois, elle ne le regardait pas. Sa tête était penchée en avant, ses cheveux retombaient devant son visage comme un rideau. L'atmosphère dans la pièce était glaciale, beaucoup plus lourde que la veille. Lentement, elle a relevé la tête. Denis a alors vu son visage. Sa peau était d'une pâleur maladive, marquée de bleu et de taches violacées, comme si elle avait été frappée à plusieurs reprises. Ses yeux étaient gonflés, ses lèvres fendillaient, et chaque détail de son visage respirait la souffrance. Denis a voulu bouger, parler, mais son corps refusait d'obéir. La femme s'est levée, très lentement, et s'est approchée du lit. Elle s'est montée sur le matelas et s'est assise sur sa poitrine. Le poids était immense, écrasant. Denis ne pouvait plus respirer correctement. Ses mains, à elle, se sont rapprochées de son cou, comme si elles allaient l'étrangler. Paralysé, il a essayé de crier, mais aucun son ne sortait. Dans sa tête, il s'est mis à prier n'importe quel dieu, n'importe quel nom qu'il connaissait, Jésus, Bouddha, peu importe, du moment que quelqu'un l'aide. Rien ne se passait. Son souffle se faisait plus court, sa vision se troublait. Dans un dernier réflexe, au bord de l'étouffement, une seule image lui est venue, celle de sa mère. Et avec tout ce qui lui restait de force, il a réussi à hurler, cette fois à voix haute. « Maman !» À ce cri, la femme a disparu. Le poids sur sa poitrine s'est envolé et Denis s'est réveillé en sursaut, trempé de sueur, la respiration coupée. Il faisait encore nuit. L'horloge affichait 1h30 du matin, exactement la même heure que la nuit précédente. Et pourtant, sa poitrine le faisait encore souffrir, comme si quelqu'un s'était vraiment assis sur lui. Pour la deuxième nuit d'affilée, il a laissé toutes les lumières allumées, incapable de fermer l'œil sereinement. Le matin suivant, Denis s'est senti au bord de la rupture. 2 nuits de cauchemar d'une telle intensité, toujours avec la même femme, toujours à la même heure. Il était certain qu'il ne s'agissait plus d'un simple rêve. Il a appelé son ami dans le même immeuble et lui a demandé s'il pouvait venir dormir chez lui au moins une nuit. Son ami, en le voyant, a compris que ce n'était pas juste une histoire de stress. Denis lui a raconté tout ce qu'il avait vécu. Après un long silence, son ami lui a conseillé d'aller au temple, de prier et de demander une protection. Le lendemain, Denis s'est rendu dans un temple bouddhiste. Il a allumé de l'encens, s'est prosterné et a prié avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il ne priait pas par habitude, mais par peur, par désespoir. Avant de repartir, il a acheté une grande statue de Bouddha, simple mais soigneusement travaillée. De retour à l'appartement 413, il a posé la statue sur le bureau, bien en vue, tournée directement vers son lit, comme pour veiller sur lui pendant son sommeil. En voyant la statue, il s'est senti un peu soulagé. Pour la première fois depuis qu'il avait emménagé, il a eu l'impression que la chambre était moins lourde. Ce soir-là, pour sa 3e nuit dans l'appartement 413, Denis s'est endormi avec un peu plus de confiance. Il s'était rendu au temple, il avait prié, il avait placé Bouddha face à lui. Dans sa tête, tout cela devait suffire. Il s'est allongé, a éteint la lumière et s'est laissé glisser dans le sommeil, persuadé que tout allait enfin rentrer dans l'ordre. Il se trompait. La femme est revenue. Elle était de nouveau assise sur la chaise, près du bureau. Sa tête était baissée, ses cheveux masquèrent son visage.
Denis savait déjà qu'il n'aurait pas dû la regarder, mais ses yeux ont été attirés malgré lui. Quand elle a relevé la tête, il a vu que ses bras et ses jambes étaient à couvert de bleu, de marques sombres qui remontaient jusqu'à ses épaules. Elle s'est levée, a saisi la chaise et l'a traînée au milieu de la pièce, juste sous le ventilateur du plafond. Le grincement des pieds de la chaise sur le sol était insupportable, comme un cri prolongé. C'est là que Denis a remarqué la corde. Une corde épaisse était enroulée autour de son cou, laissant des traces rouges profondes sur sa peau. Elle était montée sur la chaise, a attaché l'autre extrémité de la corde au ventilateur, puis, sans hésiter, elle a donné un coup de pied dans le siège. La chaise est tombée et son corps s'est affaissé dans le vide. Elle se balançait doucement, accrochée au ventilateur, ses jambes se tordant par à-coups. Ses yeux étaient exorbités, sa langue pendait, et pourtant, elle fixait Denis droit dans les yeux. Il était incapable de bouger. Tout son corps était paralysé, figé dans une terreur absolue. Le silence dans la pièce était étouffant. Puis, brusquement, les yeux de la femme se sont rouverts encore plus grands et ses lèvres se sont étirées en un sourire impossible, grotesque. Un rire a éclaté, un rire aigu, inhumain, qui a résonné dans toute la chambre. Plus elle riait, plus son corps se balançait au bout de la corde, comme si le ventilateur allait s'arracher du plafond. Denis voulait crier, mais aucun son ne sortait. Il sentait ses muscles trembler, ses mains moites, son cœur battre à s'en rompre. La honte et la peur se sont mélangées lorsqu'il a réalisé qu'il venait de se pisser dessus, incapable de se contrôler. La femme, suspendue, continuait de rire, comme si cette humiliation la réjouissait encore plus. Cette fois, ni ses prières, ni le souvenir de sa mère, ni la statue de Bouddha ne semblaient avoir le moindre effet. Ce n'est qu'après un temps qui lui a semblé interminable qu'il a commencé à sentir son corps lui obéir à nouveau. Dans un sursaut désespéré, il a réussi à se réveiller en hurlant. Il a basculé hors du lit et s'est écrasé sur le sol. Tremblant, en sueur, encore humide d'urine, il s'est précipité vers le balcon pour respirer de l'air frais. La nuit était calme à l'extérieur, comme si rien d'anormal ne se passait. Quand il a repris suffisamment de contrôle, il est rentré dans la pièce et a regardé l'horloge. 1h30. Encore. C'est alors qu'il a remarqué deux détails qui l'ont glacé plus que tout le reste. Au centre de la chambre, juste sous le ventilateur, la chaise était renversée, exactement comme dans son cauchemar. Et sur le bureau, la statue de Bouddha, qu'il avait soigneusement orientée vers le lit, était maintenant tournée face au mur. Quelque chose ou quelqu'un l'avait déplacée pendant son sommeil. Ce n'était plus seulement un mauvais rêve. Quelque chose de réel se manifestait dans cette chambre. À ce moment-là, Denis a compris qu'il ne pouvait plus rester là. Encore en pyjama, les pieds nus, sans portefeuille ni téléphone, il a ouvert la porte de l'appartement 413 et s'est mis à courir dans le couloir, puis dans les escaliers, en pleurant. Il a dévalé les étages jusqu'au hall d'entrée. Le gardien, en le voyant arriver dans cet état, a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Denis lui a demandé de lui prêter son téléphone, la voix brisée. Il devait appeler son ami, celui qui vivait dans le même immeuble. Quelques minutes plus tard, son ami est arrivé dans le hall. Sans poser trop de questions, il l'a emmené dans son propre appartement. Ce n'est qu'une fois, à l'abri, lavé et un peu calmé, que Denis a réussi à raconter toute l'histoire, du talisman sur la porte jusqu'à la corde autour du cou de la femme et au rire hystérique. Son ami l'a écouté en silence, puis lui a dit quelque chose de très simple. « On dirait qu'elle ne veut pas que tu restes là, tu dois partir, cet appartement n'est pas pour toi. » Le lendemain matin, la peur de Denis s'était transformée en colère. Il pensait à la responsable de la gestion, à sa façon de dire d'abord que tout était complet, puis de lui proposer soudainement cette chambre en baissant le loyer et la caution. Il était convaincu qu'elle savait très bien ce qui se passait dans cette pièce. Alors, il est retourné au bureau, décidé à ne plus se laisser faire. La femme était là, comme d'habitude, derrière son bureau, une tasse de thé à la main. Denis n'a même pas pris la peine de s'asseoir. Il a posé les mains sur le comptoir et, d'une voix tremblante de rage, lui a dit qu'il voulait récupérer tout son argent, immédiatement. La femme a essayé de jouer la surprise, de lui dire qu'il devait être stressé, que c'était sa première fois loin de chez lui, que ces choses-là étaient normales. Elle parlait de pression, de fatigue, comme si tout était dans sa tête. Mais Denis n'était plus en position de se laisser calmer par de belles paroles. Il lui a rappelé le talisman sur la porte, l'état de la serrure, le comportement du gardien et le fait qu'elle avait accepté de baisser le loyer de manière suspecte. Puis il l'a menacé clairement. Si elle refusait de le rembourser, il raconterait tout en détail sur Internet, avec des photos,
l'adresse de l'immeuble et le numéro de la chambre. Il était prêt à prévenir tout le monde de ce qui se cachait derrière la porte 413. À ce moment-là, l'attitude de la femme a changé. Son sourire a disparu. Elle a posé sa tasse, a baissé un peu les yeux et a fini par pousser un long soupir. Elle lui a demandé de se calmer et lui a dit qu'il pouvait en discuter. Puis, après un silence, elle a commencé à lui raconter ce qui s'était réellement passé dans cet appartement. Quelques années plus tôt, a-t-elle expliqué, la chambre 413 était occupée par un jeune couple. Tous les deux étaient professeurs dans une université proche. Ils avaient l'air parfait, sérieux, respecté, sans histoire. Mais un soir, l'homme est sorti avec des amis. Sa petite amie, restée seule dans la chambre, a fini par tomber sur une photo sur les réseaux sociaux. On y voyait son compagnon en train d'embrasser une autre femme. Sous le choc, elle aurait commencé à se frapper elle-même, à se cogner le visage, à se meurtrir le corps, comme pour extérioriser sa douleur et sa jalousie. Personne ne saura jamais exactement combien de temps cela a duré. Mais cette nuit-là, à 1h30 du matin, elle a noué une corde au ventilateur et s'est dans l'appartement 413. Après sa mort, les résidents du 4e étage ont commencé à se plaindre de phénomènes étranges. Des bruits au milieu de la nuit, des ombres au plafond, des sensations de poids sur la poitrine pendant leur sommeil. Plusieurs locataires ont quitté leur chambre, incapables de supporter l'atmosphère du couloir. On disait que l'esprit de la femme errait dans tout l'étage, revenant exactement à l'heure de sa mort, 1h30. Pour mettre fin à ces plaintes, le propriétaire de l'immeuble a fait appel à un maître spirituel. Celui-ci est venu dans la chambre 413, a réalisé un rituel et a collé un talisman sur la porte, censé sceller l'esprit à l'intérieur de la pièce pour qu'il ne puisse plus hanter les autres appartements. Après cela, les manifestations sur le reste de l'étage auraient cessé. Les chambres autour se sont remplies à nouveau et la vie a repris son cours. Mais le propriétaire avait donné une consigne très claire à la responsable. La chambre 413 devait rester vide, pour toujours. Pendant des années, 413 était resté fermé. Personne ne l'occupait. Personne n'était censé y entrer. Mais quand Denis était arrivé, désespéré de trouver un logement et prêt à offrir un peu d'argent pour passer en priorité, la tentation avait été trop forte. La femme avait décidé de lui louer cet appartement en cachette, derrière le dos du propriétaire, pour garder l'argent pour elle. Elle savait exactement ce qu'elle lui donnait. Au final, face à la menace de Denis de tout dévoiler, elle a fini par lui rendre la totalité de son argent. Pas par remords, mais par peur de perdre son travail et de provoquer un scandale autour du bâtiment. Denis, lui, n'a pas demandé son reste. Il a pris ses affaires et a quitté l'immeuble le jour même, sans jamais remettre les pieds au 4e étage. Il n'a plus jamais revu la chambre 413. Plus tard, son histoire, racontée en direct à la radio, s'est répandue dans tout le pays. Dans de nombreux immeubles en Thaïlande, le numéro 413 est devenu un chiffre que l'on évite, un peu comme le 13 dans d'autres parties du monde. Certains bâtiments ont même cessé d'utiliser ce numéro sur leurs portes. Et si un jour, en voyage, tu te retrouves devant une chambre portant le numéro 413, tu te souviendras peut-être de cette histoire. La question restera alors très simple. Est-ce que cette chambre est vraiment vide ? Ou bien est-ce que quelqu'un t'y attend déjà ?